Depuis le Mali avec M. Moussa Mara, ex-premier ministre du Mali, président du parti politique. Monsieur Moussa Mara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Dans quel état d'esprit vous êtes au lendemain de cette suspension des activités des partis politiques au Mali, vous qui dirigez une formation dans ce pays? Oh, un état d'esprit, je pense, comme la plupart des acteurs de la classe politique, pour faire face à cette décision qui d'abord est anticonstitutionnelle. Il faut le placer sous ce cadre-là, est anticonstitutionnel et contre la loi sur les partis politiques et la loi sur les associations. Et en plus, c'est une décision qui est tout à fait contraire au discours officiel des autorités de la transition, qui est un discours d'appeler au dialogue, d'appeler à l'unité des Maliens. Et je crois que vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier, il y a un processus de dialogue intermalien qui a été lancé par les autorités dans cette perspective-là. Et donc, ce acte est tout à fait contradictoire avec cette volonté de discuter, de s'entendre et de collaborer. Maintenant, l'ensemble de la classe politique a quelques petites exceptions, est tout à fait unie dans une démarche qui, pour la première fois depuis la transition, est une démarche unitaire pour faire face à la situation. D'abord, agir sur le plan légal et attaquer le décret qui a été pris pour suspendre les activités des partis politiques et les activités politiques des associations. Et ensuite, mener ce combat afin que la démocratie puisse être de mise, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'association, et travailler, si possible, avec les autorités de la transition pour obtenir une fin positive de la transition. Parce que c'est cette démarche, en fait, qui a été initiée depuis le 31 mars dernier par une déclaration des partis politiques qui a sans doute suscité à titre de réaction, cette mesure de suspension. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Évidemment, c'est surprenant, c'est triste pour le pays, mais nous allons travailler et nous allons faire tout ce qui peut être fait légalement afin d'obtenir que les textes de loi puissent être respectés et que nous nous engageons dans un processus pour que la transition puisse se terminer dans de bonnes conditions. Arthur Banga, une question pour le... C'est monsieur le Premier ministre, pourquoi vous êtes surpris? Moi, je suis tout sauf surpris parce que une junte militaire qui refuse d'organiser les élections, qui ne vous donne pas de sortie du chronogramme, qui se durcit de jour en jour, pendant longtemps, elle a eu des boucs émissaires. France, CEDEAO, ONU, MINUSMA. Au bout d'un moment, vous aurez dû comprendre avec l'expérience politique que vous avez qu'une fois partis tous ces boucs émissaires extérieurs, vous serez la prochaine cible face à ce problème. Parce que pourquoi tout ça arrive, monsieur le Premier ministre? Vous savez très bien. C'est parce que plusieurs partis politiques ont commencé à réclamer la fin de la transition. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire à ces partis politiques, le bébé lion que vous avez élevé gentiment, quand nous, on a attiré votre attention sur les dangers d'un régime putschiste qui ne donne aucune perspective de sortie d'une transition, il vous mange aujourd'hui. Donc moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi vous êtes surpris? Il n'y a pas à être surpris. On va laisser M. Mara réagir. Je vais commencer par la fin. Vous avez l'impression de dire que nous avons élevé le bébé lion, il est devenu un gros lion aujourd'hui, il est en train de manger. Je vous dis tout de suite, une écrasante majorité de la classe politique ne figure pas parmi les éleveurs de ce bébé lion. Il est vrai qu'il y a des acteurs politiques qui ont participé activement aux démarches pour la chute du régime de Ibeka. Il y a des acteurs politiques qui ont participé activement à toutes les phases de la transition. Et il y a encore des acteurs politiques qui sont dans le soutien à la transition, à commencer par le Premier ministre actuel qui est un chef de parti. Mais une bonne partie des acteurs politiques ne figurent pas parmi ceux qui ont élevé le bébé lion. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la transition malienne a travaillé dans un cadre jusqu'à présent, jusqu'aux, je dirais, les 2-3 derniers mois, qui pouvait être perçu sur le plan interne comme une transition démocratique entre guillemets. Vous avez suivi que la Constitution a été votée l'année dernière dans des conditions
qui ne sont pas optimales, mais la Constitution a été votée. Il y a eu un chronogramme, il y a des actes qui ont été posés par rapport au fichier électoral, par rapport à l'autorité d'organisation des élections, qui laissent penser très clairement jusqu'à la fin de l'année dernière que nous allions vers la fin du processus par les élections. Maintenant, à partir de septembre, octobre de l'année dernière, les choses se sont durcies, ce qui explique en partie le côté surprenant dont j'ai parlé, mais je partage une partie de votre analyse. Le plus important aujourd'hui, c'est ce que nous ferons à partir d'aujourd'hui pour aller de l'avant. La classe politique est pour une fois, pour la première fois depuis le début de la transition en août 2020, elle est unie, on va dire, à 90-95% de ses effectifs, ce qui est déjà un élément positif. Ça ne s'était jamais fait avant. Et elle est déterminée. Les deux déclarations, la déclaration du 31 mars dernier et la déclaration d'il y a 2 jours, laissent penser clairement que la classe politique va continuer ce travail de rejet de ce décret, de lutte contre ces textes et de toute autre forme de lutte dans la légalité pour obtenir d'abord que la liberté soit instaurée et ensuite que nous allions vers la fin de la transition. Nous allons nous battre. Vous allez vous battre. Quelles seront les prochaines actions en vue de faire reculer le régime qui a interdit, qui a suspendu les activités politiques dans le pays? La prochaine action immédiate, c'est la procédure judiciaire contre le décret qui va être engagée dès que le décret sera disponible, publié au journal officiel, je pense la semaine prochaine. Et ensuite, l'ensemble des acteurs politiques réunis dans ce cadre-là avisera des autres démarches à mettre en œuvre. Très bien. Maître Maïté. Bon, j'ai une question de droit à vous poser par rapport à la fin de la transition. Parce qu'on sait tous que le 26 mars, tel que déclaré par le décret de Assimi Goïta lui-même, la transition devait prendre fin. Bon, il se trouve que j'ai entendu des soutiens de la junte dire qu'il y a des accords politiques signés entre vous qui permettent aux autorités de la transition de rester en place jusqu'à l'organisation d'une élection et que lorsque vous avez décidé de saisir la Cour suprême, la Cour constitutionnelle ne pourra que rendre une telle décision en faveur de la transition en place. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que votre recours pourra prospérer? Est-ce que vous ne craignez pas que la Cour constitutionnelle déclare votre requête irrécevable ou alors s'aligne sur les arguments des soutiens de la transition? Moi, ce ne sont pas l'ensemble des acteurs politiques qui ont saisi la Cour constitutionnelle. C'est une partie des acteurs politiques qui l'a fait, parce que le regroupement dont je parle, le regroupement est intervenu après la procédure devant la Cour constitutionnelle. La Cour ne s'est pas encore déterminée, donc on ne peut pas préjuger de ce qu'elle dira. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, en réalité, ce n'est pas un accord qui a été signé entre des acteurs politiques et la transition. Les soutiens de la transition se prévalent de la Constitution qui a été votée l'année dernière, où une disposition indique que la transition actuelle se terminera par l'entrée en fonction des autorités élues. Dans les dispositions transitoires de la Constitution qui a été votée l'année dernière. C'est ce dont ces acteurs se prévalent. Maintenant, ceux qui sont d'une opinion contraire, eux, ils se basent simplement sur le décret que le chef de la transition lui-même a pris en 2022. C'est les autorités de la transition qui ont pris ce décret pour dire que la transition va s'achever le 26 mars 2024 et l'ensemble du chronogramme a été établi sur cette base. Donc sur cette question, vous avez des arguments de part et d'autre. Moi, personnellement, ma position serait que les autorités n'ont pas pu respecter leur engagement. Je pense que ça, c'est le minimum qu'on puisse dire. Les autorités n'ont pas pu respecter leur engagement. Et nous entrons dans une période où elles devraient avoir la sagesse de s'asseoir avec les acteurs politiques et de se dire, devant les contraintes, s'il y en a, voilà ce qui peut être fait dans les mois à venir et donc de convenir d'un chronogramme vers la fin de la transition. C'est dans la substance ce que la déclaration du 31 mars indique. Déclaration du 31 mars qui a été signée par l'essentiel de la classe politique. En fait, c'est ce que nous voulons, c'est que les autorités s'asseyent avec nous et que devant des contraintes qui leur paraissent importantes, qu'on puisse discuter et s'entendre sur quelque chose par rapport à la fin de la transition. Très bien, Sébastien. Je voudrais poser une question, Monsieur le Premier ministre.
comment se porte le peuple malien? Ah, ça c'est une question qui est très large et on a plusieurs angles de réponse en fait. Choisissez. Allez-y. Quand vous prenez globalement la situation, je crois que vous en avez suffisamment parlé, même dans le petit reportage qui a été présenté pour introduire le dossier. Le Mali, depuis maintenant une décennie, fait face à une crise sécuritaire qui entraîne des déplacements de population, qui entraîne des pertes en vies humaines tous les jours sur le territoire et qui entraîne des violences dont nous serions volontiers passés. Ça, c'est un élément important. Le pays est dans une situation sécuritaire précaire. Mais la situation sécuritaire précaire n'est qu'un élément de la crise dans laquelle nous sommes. La crise dans laquelle nous sommes, elle est politique et institutionnelle, comme vous le savez. Mais ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'elle est surtout économique. Aujourd'hui, dû d'une part au fait que nous sommes en situation d'exception depuis quelques années et en mésentente avec une bonne partie de la communauté internationale, mais également des problèmes d'électricité qui sont des problèmes très importants, puisque nous avons à peu près 10 heures de délestage d'électricité à Bamako par jour, presque la moitié de la journée. Ça entraîne un ralentissement économique très fort qui impacte la vie de milliers et de milliers de Maliens. Donc il y a une crise multidimensionnelle très forte qui a sans doute, je dirais, réduit le grand enthousiasme de beaucoup de nos compatriotes face à l'arrivée des militaires sur le terrain politique. Et ça, c'est une réalité. Et maintenant, c'est aux militaires de prendre conscience de cette situation pour se dire que nous n'allons pas dans la bonne direction. Je pense que ça, c'est une réalité. Et il est temps que nous fermions cette parenthèse qui presque atteint la durée d'un mandat normal présidentiel. Très bien, Geoffroy.